Bienvenue sur la chaîne de bien-être neuroatypique. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Parce que j'ai posté sur Facebook juste qu'on a parlé d'expériences complètement horribles qui se sont passées avec des intervenants psychosociaux ou des professionnels de la santé. Et il y a tellement de monde qui m'ont donné leur témoignage de choses horribles qui sont arrivées de leur côté. Et je leur ai demandé si je pouvais prendre leurs témoignages pour en faire une vidéo, pour les lire et pouvoir commenter ça, puis montrer ce qui se passe. Il faut que ce soit su, il faut que ce soit compris, il faut que ce soit lu et entendu. Ce qui se passe dans le domaine de la santé, autant du côté de la santé physique que de la santé psychologique. Donc on va prendre ces témoignages-là. On commence. C'est tous des témoignages anonymes, hein? Je ne dis pas qui l'a écrit. Enfant de milieu extrême. Des psys, j'en ai vu. 2, puis 8, puis 12. Jamais j'ai eu de vrais accompagnements pendant mon enfance, ni début de l'âge adulte. C'est... Ça, j'ai de la misère à comprendre. Dans un sens, je comprends, mais dans un sens, j'ai de la misère à comprendre aussi, parce que c'est pas la première personne qui dit que, tu sais, accompagner un enfant, un ado, il faut que tu sois proche de lui. Tu peux pas être ton professionnel, adulte, mature, sérieux, fermé. Tu peux pas faire ça quand tu interagis avec des ados et des enfants. Il faut que tu sois à leur niveau. Il faut que tu sois une personne safe, une personne qui te voit pas comme un professionnel intervenant parce que ils voudront pas s'ouvrir. Parce que tu fais partie de l'autorité, tu fais partie des adultes, ils voudront pas s'ouvrir. C'est... Tu sais, moi, je fais de l'intervention pour les 16 ans et plus parce que je le sais que je serais pas bon pour faire de l'intervention pour les gens qui sont plus jeunes. Même si je suis quand même assez approchable comme vibe, comme personnalité, reste que je me mets quand même un âge parce que je pense pas que je serais le meilleur intervenant pour un enfant ou pour un jeune ado. Fait que ça m'étonne pas ce que la personne dit qu'elle a pas eu vraiment de vrai accompagnement parce que on dirait que les intervenants, les professionnels, cachent pas qu'il faut qu'ils se mettent au niveau de leurs patients, de leurs clients, de leur aider. Donc, je continue. Mais je réussis à dépasser les statistiques avec 2-3 égratignures cachées. Il me semble qu'un intervenant aurait pu changer de technique, vive les neurones miroirs, me diriger vers les bonnes ressources, me donner un petit indice sur mon incompréhension pour me permettre de mettre mon énergie aux bons endroits. J'ai dû attendre d'avoir des connaissances suffisantes de la vie, de l'apprentissage, de la philo et de la psycho pour être en mesure d'aider mon thérapeute à m'aider. C'est pas supposé. T'es pas supposé aider ton thérapeute à t'aider. Surtout pas quand t'es rendu assez vieux pour être capable de faire de la philo puis de la psycho. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce que je trouve ça aberrant. Aberrant de voir des professionnels de la santé psychologique d'être à ce niveau-là que ton aidé doit te montrer comment l'aider. Puis c'est pas... Ça me dépasse parce que c'est pas la première fois que j'en vois. C'est... Voilà, c'est clairement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je suis sur le cul de lire ça. On va en lire un autre. J'en parle dans un de mes posts, mais j'en ai eu quelques-uns, des médecins donneurs de leçons en France. Parce que j'ai beaucoup de suiveux qui sont en France. Fait que c'est le fun parce que ça donne une autre vision d'une autre culture. Je vais pas revenir sur tous, mais 2 m'ont marqué. Le premier à qui j'en ai parlé, mon généraliste de l'époque m'a dit que c'est pas parce que vous êtes un peu stressé que vous êtes autiste. Les médecins généralistes, ou n'importe quel médecin qui n'est pas spécialisé en neurodivergence, ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pas parce que t'es médecin que tu connais everything.
c'est pas parce que tu es médecin que tu peux pas te tromper. Si tu n'as pas de spécialité dans quelque chose, avance-toi pas comme si tu avais la vérité infuse. Tu peux avoir un médecin généraliste qui ne s'y connaît pas nécessairement, qui n'est pas un endocrinologue, par exemple. Un endocrinologue qui est un médecin spécialisé dans les hormones. Tu n'es pas spécialisé là-dedans. Fait que tu peux, tu as des connaissances de base, mais tu n'es pas spécialisé. Fait que si tu n'es pas spécialisé, avance-toi pas trop. Fait que si tu n'es pas spécialisé en autisme, tu peux pas dire, ben là, c'est pas parce que tu es un petit peu stressé que tu es autiste. Ça n'a aucun rapport. Parce que, oui, le haut niveau de stress ne veut pas nécessairement dire que tu es autiste, mais ça dépend c'est quoi qui te stresse. Parce que si ce qui te stresse, c'est en lien avec tes traits autistiques, ben c'est ça qu'il faut aller creuser, c'est ça qu'il faut explorer. Tu sais, tu peux pas dire que ben, c'est pas parce que tu es stressé que tu es autiste. C'est tellement invalidant de se faire dire ça. Je continue. Mon dernier psychiatre, donc un médecin spécialisé en santé mentale, autoproclamé spécialiste des troubles neurodéveloppementaux, capable de diagnostiquer un autiste en 5 minutes, déjà, big red flag, tu peux pas diagnostiquer quelqu'un en 5 minutes. Tu peux pas diagnostiquer quelqu'un en 30. Tu peux pas diagnostiquer quelqu'un en 1 heure. Un vrai diagnostic de neurodivergence, là, on parle de plusieurs heures, plusieurs tests, puis étudier plusieurs trucs de la vie de la personne. Moi, ma psychiatre, quand on a fait mon diagnostic d'autisme, elle a non seulement pris 3 rencontres d'1 heure, mais aussi j'avais des tests à faire entre les rencontres. Elle voulait voir le livre que j'écrivais, les peintures que je faisais. Elle voulait étudier tous les petits détails de ma vie, de ce que je faisais. Tu peux pas diagnostiquer quelqu'un comme ça, surtout pas en neurodivergence. Bref, celui qui a voulu le ou la diagnostiquer en 5 minutes a voulu me prescrire 3 médicaments les 2 premières séances. Pourquoi? Face à mes réticences, il m'a envoyé son plus bel argument d'autorité. Je traite tous les autistes de la même façon depuis 50 ans. Si vous voulez pas prendre de médicaments, c'est pas la peine de venir me voir. Un médecin, un psychiatre qui a dit ça. C'est sûr que j'ai pas vu énormément de psychiatres dans ma vie. J'ai juste la mienne pour faire une comparaison. Mais ma psychiatre, quand elle a voulu me prescrire des antidépresseurs, puis j'ai fait comme j'aimerais mieux essayer autre chose avant, tu sais, je voudrais que ça soit vraiment en dernier recours. Elle a dit OK, on va essayer autre chose, puis on va y aller ça en dernier recours. Ton médecin, ton intervenant, il est supposé travailler pour toi. Il est supposé travailler en accompagnement à toi. Pas, justement, pas être autoritaire envers toi. Il est supposé t'accompagner et te rejoindre où tu es rendu. Bon, le texte finit parce que l'histoire est loin d'être complète, mais ça donne une idée. Oui, puis on en a assez avec cette idée-là. Genre, je traite toutes les autistes de la même façon. De toute façon, l'autisme, ça se traite pas. Ça se traite pas. Il n'y a pas de pilule pour aider l'autisme, comme il y a des médicaments pour aider certaines fonctions du TDAH. Il n'y en a pas pour l'autisme. Il n'y a pas de médicaments pour traiter les traits autistiques. Il y en a peut-être des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires qui rendent peut-être les hypersensibilités un petit peu moindres, peut-être, mais il n'y a pas de médicaments spécifiques autistiques. Fait que ça se traite pas. Puis déjà en partant, de dire moi je traite toutes les personnes autistes de la même façon. Tu peux pas traiter toutes les personnes autistes de la même façon, parce que toutes les personnes autistes sont pas toutes pareilles. Même si tu le fais depuis 50 ans, puis que dans toi tu penses que ça marche bien, tu le sais pas. Tu peux pas traiter tout le monde de la même façon. Parce que l'autisme, c'est un spectre différent. Fait que si moi, genre, j'ai des hypersensibilités à X, l'autre les aura pas. Il va avoir des hypersensibilités à Y à la place. Tu peux pas traiter tout le monde qui ont la même condition de la même façon. Parce qu'on est tous différents. C'est un spectre. Là, vous allez me voir fâché. Mais c'est des choses qui me fâchent. C'est des choses qui me fâchent tellement. Parce que c'est mon domaine. Je suis un intervenant psychosocial qui travaille là-dedans. Je suis pas médecin, mais ça reste mon domaine dans la santé mentale. Ça me dépasse. Voilà.
Voilà. Bon. Troisième message. Un psychologue scolaire au secondaire. Déjà, tu es un psychologue scolaire. Il faut que tu sois habilité à gérer des kids. Si tu n'as pas d'amis et que tu te fais intimider, c'est sûrement à cause de tes cheveux rasés et de ton habillement. Tu es bizarre pour les autres. Si tu te fais bully, c'est de ta faute. Parle de victim shaming. Voyons donc. Ah, mais c'est à cause de ton linge et de tes cheveux que tu te fais intimider. C'est parce que tu es bizarre pour les autres. En quoi c'est aidant? La personne, elle a la force intérieure d'être qui elle est, de se mettre les cheveux comme elle veut, puis mettre son linge comme qu'elle veut. Puis le psychologue arrive et fait comme « Ouais, mais c'est pour ça que tu te fais bully. » Au lieu de juste faire comme « Mais voyons donc, tu devrais pas te faire bully pour ça, ça n'a pas rapport, ça change rien à qui tu es. On va travailler pour augmenter ton estime de toi pour que ces bullies-là ne t'affectent plus parce que tu as le droit d'être comme ça. » Pourquoi il n'a pas dit ça? Ça continue, c'est pas fini. Le même message. Déjà dans ma famille, on avait peu de moyens, donc les vêtements, je pouvais pas m'en acheter d'autres. Et critiquer mon choix de coupe de cheveux et associer ça au fait que j'ai pas d'amis, j'en avais pas plus avant de me couper les cheveux, puis je me faisais intimider avant. Tu sais, au lieu de travailler l'estime de la personne et de travailler avec elle, c'est bien plus facile de remettre la faute sur son apparence et de la laisser se débrouiller avec ça. Ah oui, ben oui, parce que si tu mets ça sur sa faute, sur son apparence, faire comme, ben c'est à cause de ça que tu te fais intimider, t'as pas tant de job à faire. On dirait qu'il y a des personnes qui veulent pas creuser à comprendre ce qui se passe dans la vie de leurs clients, de leurs patients, de leur aider. Ils veulent pas travailler, ils veulent juste être là puis écouter ce que le monde a à dire, faire comme je devrais te donner des médicaments. C'est pas ça la job. La job, c'est oh my god, c'est de comprendre comment la personne se sent, c'est de l'accompagner à se développer malgré les choses sur lesquelles elle n'a pas de contrôle, qui est le bully. Parce qu'effectivement, les jeunes vont intimider. Puis, comme qu'elle a dit, la personne, tu te fais intimider pareil, même avant que tu te coupes les cheveux, même avant que tu changes de style vestimentaire. C'était là avant. Fait que tant que ça soit là avant, aussi bien être toi-même. Parce que tu vas te faire intimider anyway. Fait qu'il faut que tu l'accompagnes là-dedans. Tu veux être toi, t'as pas de contrôle sur les bullies, on va faire quelque chose pour que tu puisses pas être détruit à chaque fois que tu te fais intimider, mais que tu puisses rester toi-même. C'est ça la job de psychologue d'école. Autre situation, j'ai un PTSD et je suis en thérapie depuis 15 ans pour ça. J'ai essayé plein de méthodes et j'ai encore des moments où c'est plus tough, normal. L'un de ces moments, je suis au travail. Je travaille dans un endroit avec des TTS, c'est comme moi ça, technicien en travail social, des psys et sexologues. Et une collègue m'écoute avec bienveillance. Une autre passe par là et entend notre conversation. Elle s'immisce dans la conversation en disant « Désolé de m'immiscer dans la conversation, mais c'est pas normal qu'après tant d'années, tu aies encore des séquelles. Tu devrais essayer telle méthode, c'est vraiment une méthode qui aide beaucoup. » Déjà, j'ai pas sollicité ton conseil. Ensuite, tu invalides tout le travail que j'ai fait depuis plus de 15 ans. Et en plus, elle me connaît à peine et a juste entendu une partie de mon vécu avant d'interrompre. Ce que j'avais besoin, au final, c'est une personne qui m'écoute avec bienveillance dans un moment plus tough. C'est vrai que, tu sais, les PTSD, là, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de place. Puis, c'est vrai que ça peut avoir l'air long. 15 ans, puis avoir encore des séquelles. Mais c'est parce que si c'est un PTSD, puis si c'est complexe, puis si la personne, elle n'a pas toujours été dans un endroit où elle était safe pour guérir, ça veut dire que la guérison est un peu en attente, puis il y avait peut-être beaucoup de nœuds à défaire. Puis peut-être que la personne est rendue sur la fin de son cheminement, mais elle n'a pas fini. Il y a encore des moments qui est plus tough. Ben oui. Ça efface genre tout ce qu'elle a fait parce que si ça fait 15 ans qu'elle travaille là-dessus, on s'entend qu'il y a 15 ans, elle était très différente d'aujourd'hui. Elle a fait beaucoup de travail, elle a fait beaucoup de nœuds. Puis l'autre qui arrive, qui connaît pas ça, puis « Ah ouais, hey, c'est pas normal. » Tu sais, déjà dire « c'est pas normal », comment que la personne se sent là-dedans? Elle va se dire « Oh my God, je suis en retard. C'est pas normal que ça m'affecte encore après tout ce temps-là. Il y a un problème avec moi. »
Puis en plus, elle va aller dire, essaye ça, ça marche bien gros. Gars, je t'ai pas demandé ton avis. Tu viens d'arriver dans une conversation, t'étais pas invité. Oh my god! Là, je me fâche avec vous autres, c'est incroyable. Si vous en avez, vous, des situations comme ça, puis que vous voulez que j'en fasse un vidéo numéro 2, puis que je les lise, puis qu'on puisse se fâcher ensemble, envoyez-les-moi, soit en courriel ou en commentaire si vous êtes à l'aise. J'en reviens pas. Genre, si t'es un intervenant, un professionnel de la santé physique ou mentale, s'il te plaît, écoute ça, puis arrange-toi pour que ta pratique soit à la hauteur de ce que tes patients, clients, aidés ont besoin. S'il vous plaît. J'en reviens pas. Tu sais? Non. C'est ça. Bon. Next. Vous êtes trop angoissé pour être autiste. On s'entend que le monde dans lequel on vit est fucking angoissant pour une personne autiste. C'est quoi le rapport avec être trop angoissé pour être autiste? Les personnes autistes peuvent pas être angoissées? Ou il y a un certain niveau, puis après ça, ça tombe plus dans le diagnostic? C'est quoi cette affaire-là? Vous n'avez pas de problème, vous savez parler. Oui, parce que toutes les personnes autistes sont des personnes non-verbales qui savent pas parler. Vous n'avez pas de problème. Tu sais parler, t'as pas de problème. Ben moi aussi, je sais parler. Ça veut dire que j'ai pas de problème. Vous autres aussi, vous savez parler. Fait que vous avez pas de problème. Voyons donc. C'est quoi ça? Vous avez pas de problème, vous savez parler. You see this look on my face? This will always mean that it's time to shut up. C'est juste dans votre tête. Diagnostiqué autiste à seulement 37 ans après avoir passé 10 ans en psychiatrie quand même. À ce niveau-là, c'est plus de l'errance médicale. C'est juste dans votre tête. Elle est drôle, cette expression-là. Parce qu'on dit ça, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est imaginaire ce que tu vis. Azine, c'est pas vrai. Parce que si tu dis c'est juste dans votre tête, moi j'ai envie de dire oui. Mon cerveau il est là. Il est dans ma tête. Effectivement. Tous mes traits autistiques sont dans ma tête parce qu'ils sont dans mon cerveau. Est-ce que ça veut dire que c'est irréel? Non. Ça, on dit ça beaucoup. Tu sais, ton anxiété, c'est juste dans ta tête. Well, duh! Où tu penses qu'elle est, mon anxiété? C'est pas parce que c'est mon cerveau qui l'a fait qu'elle est pas réelle. C'est ça la différence. Le fait de dire que mais c'est dans ta tête. Tu sais, je suis une personne autiste, fait qu'on s'entend que je prends le premier degré, ok? C'est dans ta tête. Moi, j'ai envie de dire, ben oui. Ce qu'il faudrait qu'ils disent, c'est imaginaire. Mais ils vont pas dire ça, parce que c'est ben trop diminuant, c'est ben trop minimisant puis invalidant de dire, ce que tu vis, c'est imaginaire. Fait qu'ils vont dire, c'est dans ta tête. Next. Après ma deuxième tentative de suicide, le lendemain de l'acte, j'arrive un psychiatre qui ne m'a même pas laissé le temps de glisser un bonjour, qu'il me dispute en me disant que j'avais juste fait un caprice à ma mère et part en claquant la porte. Un psychiatre, un médecin spécialisé en santé mentale va aller voir quelqu'un qui a fait une tentative puis faire comme « T'as juste fait un caprice » puis qui s'en va. Prenons une seconde pour prendre une grande respiration ici. C'est tellement pas professionnel. Et fâchant. Puis son message n'est pas fini. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Une psychologue, vue 2 ans après. Je tentais alors de me défaire d'une phobie qui m'empêchait de vivre mon loisir. L'aquariophilie, la peur des poissons morts, n'est pas géniale pour ça, effectivement. J'avais encore plus peur après. Donc 25 ans sans vouloir m'approcher d'un cabinet de psy, sans vouloir coller une baffe à la personne dedans. Il a fallu le harcèlement au boulot, suivi d'un gros breakdown pour me faire conseiller une personne miraculeuse. Vous en pensez quoi, vous autres? Avez-vous des mots pour ça? Parce que moi, j'en ai plus. Genre, je regarde ça, puis je pense que je vais avoir besoin, en fait, de faire un deuxième vidéo, parce que
C'est juste le 4e message, puis j'en ai comme 11, je pense. Non seulement ça me fâche, mais ça m'attriste. Ça m'attriste sur un moyen bout. Ça m'attriste pour ces personnes-là qui ont eu à vivre ça, qui étaient vulnérables, qui voulaient avoir de l'aide, qui ont fait des démarches qui sont difficiles quand tu n'as pas toute ton énergie, quand tu es vulnérable. C'est des démarches qui sont difficiles à faire, qui ont pris de leur énergie, de leur courage pour faire ça, ces démarches-là, pour approcher des spécialistes. Puis que c'est ça qu'ils ont vécu. Je comprends la personne de vouloir avoir sacré une baffe à tout le monde qui était dans des bureaux de spécialistes. Parce que... Voilà. Voilà. Je vais regarder combien il m'en reste pour aujourd'hui. Oh, elle est longue celle-là. Celle-là, je sais pas si c'est un 2 ou un 1. Parce que ça change de page. Une travailleuse sociale que j'ai osé challenger un peu m'a dit que j'étais le pire handicap de mes enfants. Ça, là, c'est pas imaginé, là. C'est vraiment des gens qui ont vécu ça dans leur vie, qui se sont retrouvés devant quelqu'un en qui ils devaient avoir confiance, en qui ils devaient se sentir safe, puis qui se sont fait dire ça. Un dernier pour pas faire une vidéo trop long. Il va devoir y avoir une deuxième vidéo pour sûr. Une éducatrice spécialisée du CLSC. CLSC, pour ceux qui habitent pas au Québec, c'est le centre local de santé communauté, j'imagine. C'est un centre local de santé. C'est une place où tu as des infirmières, où des fois tu as des médecins, où tu peux aller faire des prises de sang. Il y a beaucoup de choses qui se passent au CLSC, des suivis postpartum, des suivis de grossesse, des trucs comme ça. Donc, une éducatrice spécialisée du CLSC qui n'avait aucun outil de plus à me donner m'a dit, on sait bien, vous une Miss parfaite, c'est pour ça que votre fille est aussi anxieuse. Tu vas pas mettre l'anxiété de ton enfant sur la faute de ton client. Miss parfaite, juste parce que la personne avait plus d'autres outils qu'elle avait, tu sais, elle avait pas d'autres outils pour l'aider que ça continue. Et récemment, après que mon fils se soit désorganisé à l'école, j'ai rencontré la psychoéducatrice supposément spécialisée en autisme qui a dit, vous savez madame, moi aussi j'ai un fils autiste. Et il a sa maison, une copine et un emploi. Peut-être que ça motiverait votre fils à se gérer s'il rencontrait des autistes qui ont réussi. Elle ajoute, c'est quoi un autiste qui a réussi? C'est celui qui donne tout ce qu'il a pour essayer d'avoir l'air normal et qui enchaîne les burn-out? Tu sais, oui, ça peut aider un adolescent autiste qui a de la difficulté à rencontrer un adulte autiste qui a été capable de se faire une vie. Une vie qu'on voit comme fonctionnelle. J'ai déjà eu quelqu'un comme ça. En fait, j'ai déjà parlé à une mère pour des ressources et de son fils autiste qui avait beaucoup de difficultés. Puis après que j'aille parler à la mère, parce que c'était la mère qui avait demandé des ressources et de l'aide, elle m'a dit, peux-tu parler à mon fils? Juste pour lui dire, tu sais, que toi aussi t'es autiste puis que tu as été capable de te bâtir quelque chose à ton image. Puis j'ai fait, ben oui, pas de problème. Puis effectivement, ça l'a aidé. Mais ça l'a pas aidé parce que j'ai réussi. Ça l'a aidé parce qu'il a vu que j'ai vécu les mêmes difficultés que lui, que j'ai été en retard dans ma vie pas mal comparé aux personnes neurotypiques, mais que malgré tout, j'ai été capable de me bâtir quelque chose. J'ai mon appartement, j'ai une famille. Oui, ça l'a aidé. Mais c'est pas une question d'être motivé à gérer. C'est pas ça. C'est plus de se motiver ou plutôt de voir qu'il y a de l'espoir. Ça peut aider en voyant qu'il y a de l'espoir. Pas à se motiver à se gérer. That's not the point. C'est pas ça du tout. Puis toutes les personnes autistes ne sont pas pareilles. Il y en a qui vont avoir plus de facilité à se faire une vie dite fonctionnelle.
Ben, je le mets en très guillemets, parce que c'est pas parce que t'as un appart, puis une job, puis une famille que t'es nécessairement fonctionnel dans les autres sphères de ta vie. Mais c'est pas une question de gérer. L'autisme, c'est pas une condition où est-ce qu'on a juste de la difficulté à se gérer. On a de la difficulté à gérer notre environnement. Ça continue. Vous savez, ça c'est aussi la spécialiste qui dit ça, vous savez, votre fils m'a dit qu'il ne sait pas ce que vous ferez pendant les vacances. Il sait très bien ce qu'on fera, mais quand il est en plein meltdown, c'est pas le temps de lui jaser de ses projets de vacances. Oh my god, j'espère que la personne n'a pas voulu poser des questions à une personne autiste pendant qu'elle est en meltdown. C'est pas le temps. C'est pas le temps. La personne est en surchauffe. Son cerveau ne peut plus gérer quoi que ce soit. C'est pas le temps d'y poser des questions. C'est le temps d'être là puis de s'assurer qu'il se fasse pas de mal. Puis qu'il fasse pas de mal aux autres. Parce que quand t'es en meltdown, pour certaines personnes, tu n'as plus le contrôle, en fait. Tu n'as plus le contrôle de ce que tu fais. Tu veux juste exploser parce que t'es plus capable. C'est pas de la colère. C'est pas de la colère. C'est de la surchauffe. Fait que quand t'es comme ça, c'est pas le temps de poser des questions. Si ton ordinateur est en train de surchauffer puis qu'il y a de la boucane qui sort, c'est pas le temps de lui demander d'ouvrir un dossier. Ça marchera pas. On continue le même message. Il y a aussi une prof qui a mordu mon fils. Il aura l'empreinte dentaire de cette folle à jamais sur son bras. Pardon? What? J'espère qu'ils ont fait une plainte. J'espère que la prof a été renvoyée. Voyons donc. Premier contact avec notre infirmière de famille. Vous êtes autistes, les gars? Ça paraît pas. Ils sont assis, ils ont pas encore parlé. Prends ton gaz égal. Ça a l'air de... Ah, ça c'est quelque chose que j'ai vu ailleurs. Là, ça vient pas de moi. Que quand quelqu'un te dit « Ah ouais, t'as pas l'air autiste. » Je pense que c'est Louis T. Qui avait dit ça. Qui a dit « Ah ouais? Ça a l'air de quoi une personne autiste? Montre-le-moi. » Il regarde-les patiner de t'expliquer c'est quoi, de quoi ça a l'air une personne autiste. Puis tu sais, quand t'es assis de même, puis t'attends, t'as pas l'air autiste. Moi, là, quand je fais mes vidéos, là, j'ai peut-être pas l'air autiste, mais vois-moi dans mon quotidien privé. Quand je suis assis sur mon divan, là, puis que je fais des peintures, là, puis que j'ai mon casque, ses oreilles, puis que je fais de la peinture, puis que je me balance, puis que j'ai... Eh oui, je pourrais avoir l'air autiste. Mais c'est parce que justement, je suis dans un environnement où je me laisse bouger, estimer comme que je veux. Tu sais, quand t'es juste assis en attendant qu'un rendez-vous commence, c'est quoi, t'as pas l'air autiste? Avec mes années d'expérience en tant que parent, je viens à la conclusion qu'il y a deux types d'intervenants. L'intervenant type 1, l'intervenant insécure qui a besoin de reconnaissance, qui finit par croire qu'il est détenteur de la seule vérité et devient un gourou de secte que tu dois suivre aveuglément sous peine d'être exclu de la secte. Honnêtement, avec ce qu'on a lu aujourd'hui, ça ressemble à ça, oui. Intervenant numéro 2, qui sait qu'il ne peut pas tout savoir, que chaque personne est différente, qu'elle a son propre vécu et que la clé de la réussite, c'est l'écoute et l'accueil sans jugement. Oui. Je pense aussi qu'il y a ces deux types d'intervenants-là. Et j'en ai rencontré des comme ça. Du premier type, je veux dire. Et j'en ai rencontré du deuxième type aussi. Ils sont plus rares. C'est ça qui est plat. C'est que ceux-là du deuxième type sont plus rares que ceux-là du premier type. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas être comme ça. C'est... Je suis sûr que vous m'avez jamais vu aussi heated que ça. J'en reviens pas que ça se passe de la part de professionnels de la santé. Que ce soit de la santé physique, que ce soit de la santé mentale. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais ça qu'on en parle en commentaire, vraiment, parce que je veux avoir vos histoires. Si vous vous sentez à l'aise de le partager, parce qu'il faut que ce soit su. C'est important. Il faut que ça arrête, ça. Puis la raison pour laquelle j'ai fait ce post-là sur Facebook, c'est parce que moi aussi, je l'ai vécu.
Moi aussi, j'ai vécu des situations avec des travailleuses sociales à me donner un conseil. Normalement, on n'est pas supposé donner des conseils comme intervenant. Parce que si tu donnes un conseil puis ton aidé, client, patient, le fait et que ça tombe mal, genre ça finit mal, qu'il y a des retombées là-dessus négatives, donc dommageables pour ton aidé, ça peut t'en revenir contre toi. Il peut te poursuivre parce que tu lui as donné un conseil, il te faisait confiance. Et tu lui as donné un conseil, puis que ça a mal fini, tu donnes pas de conseil. Tu donnes pas de conseil. Tu laisses l'aider trouver ses propres solutions. La travailleuse sociale du CLSC m'a donné un conseil que je n'ai pas suivi. Et heureusement, parce que je me sentais vraiment pas bien avec ce conseil-là, puis je me sentais pas bien de recommencer ce que je faisais. Donc, je l'ai pas suivi. Mais juste le fait qu'elle m'ait donné un conseil, j'ai fait comme « wow ». T'es pas supposé, dude. J'aurais fait une meilleure job qu'elle. C'est incroyable. Fait que, oui, j'en ai des très mauvaises expériences avec les travailleuses sociales. C'est pour ça que j'ai fait ce poste-là. Puis, fait que, on se part une série de chiolage, ou plutôt de colère collective contre toutes ces personnes-là qui nous nuisent, puis qu'on est là, qu'on va voir parce qu'on a besoin d'aide, on est vulnérable, on leur fait confiance, puis qui agissent comme ça avec nous. Si vous voulez participer, puis que je continue ça. By the way, je les continue les lettres aussi, hein, les lettres du monde qui veulent... ça s'en vient. C'est juste qu'il faut juste que j'édite la vidéo, mais ça s'en vient. Je continue ça aussi, mais je pourrais faire ça aussi parce que c'est trop important. Fait que j'ai mon courriel dans la barre de description, il me semble. Sinon, vous pouvez le mettre en commentaire si vous vous sentez à l'aise. Et je vais prendre vos témoignages pour continuer d'autres vidéos sur le sujet. J'espère que ça vous a fâché autant que moi, pas parce que je veux que vous soyez fâchés, mais parce que plus on s'indigne, moins on laisse ça arriver. Et plus on parle, et plus on fait des plaintes, et plus on se respecte. La colère, c'est l'émotion du self-respect. Fait que je trouve que c'est bien. C'est bien qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans les bureaux. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les bureaux des professionnels. On a juste les patients, clients aidés pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans les bureaux. Sinon, c'est fermé, c'est confidentiel. Ils vont pas nous le dire, eux autres, s'ils disent des niaiseries de même. Penses-tu vraiment que le professionnel, il va faire comme « Ah, ben oui, moi je dis ça à mes clients tout le temps, que c'est dans leur tête. » Non. Mais eux, ils peuvent nous le dire. Fait que c'est important que ce soit dit. C'est important. Donc, sur ce, je vais aller faire du self-care. Je vais aller faire des trucs un petit peu plus calmes, qui me font du bien pour me sortir de cette mood-là, parce que ce n'est pas moi qui a vécu tout ça, et que de continuer à être fâché sur quelque chose que je n'ai pas vécu ne va pas me donner du bien. Donc, je vais aller faire des petites choses de mon côté. Je vous invite à faire de même, et je vous revois donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous revois. Ciao!